Lucie, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les sorties littéraires du mois de mars. Donc oui, j'arrive un petit peu en retard puisqu'en général je fais en sorte de pouvoir vous présenter cette vidéo-là 1 ou 2 jours au moins avant le début du mois. Bon là c'est pile poil le premier jour du mois, donc bon, on est ric-rac niveau temps, mais bon, on est toujours bon. Vous avez encore le temps de pouvoir vous renseigner sur ce qui va sortir ce mois-ci et déjà commencer à faire votre petite liste sur ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. En fait, tout va vous intéresser parce que là, je vous ai sélectionné 20 sorties. Donc, j'ai essayé de limiter un petit peu par rapport à ce que je vous présentais précédemment sur le nombre de bouquins que je vous présente. Donc là, je me suis restreint à 20, ce qui est déjà pas mal, sachant qu'au mois de mars, il y a quand même de très belles sorties. Donc je vous invite à aller vous renseigner, même au-delà de ce que je vous présente, parce qu'il y a de très belles choses qui sortent. Et me restreindre à 20, ça a déjà été compliqué. On va commencer tout de suite, et je vais vous présenter de suite les livres qui sortent dès le 1er mars. Le mois commence très bien, puisque dès le 1er mars, c'est bien 5 livres que j'ai retenus. 5. Donc dites-vous qu'une fois que j'aurai fini de vous présenter les livres du 1er mars, on aura déjà fait un quart du boulot, les gars. Donc franchement, le mois de mars, on chôme pas et le ton est donné dès le premier jour. 5 livres. Ah là là, le porte-monnaie est déjà en sueur. Déjà. Ah là là, courage à nous. On commence donc avec le premier tome de la saga Le Pont des Tempêtes qui s'appelle Le Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen et publié aux éditions Brajlon. J'imagine que pour ceux qui sont sur les différents réseaux sociaux, vous avez déjà vu pas mal tourner ce livre puisque les partenaires de la maison d'édition ont déjà reçu leurs exemplaires et que oui, il est très beau, il est magnifique. C'est un relié avec un très beau jaspage, avec une de jaquette magnifique. Vraiment, il est très beau et ne serait-ce que pour l'objet de livre, déjà, je sais, je vous vois, vous êtes intrigués. En ce qui concerne l'histoire, nous suivons ici Lara qui est la fille et un petit peu l'arme secrète, si vous voulez, de son père, le roi de Maridrina. Le royaume de Maridrina est voisin avec le royaume de Itikina qui est un petit peu foutu bizarrement, si vous voulez, puisqu'il est tout en longueur et fait une sorte de pont entouré d'eau. Et donc c'est devenu une voie majeure pour les échanges commerciaux, surtout pour le royaume de Maridrina. Et si vous voulez, les relations entre les deux royaumes sont pas au top du top. Donc, c'est un peu compliqué au niveau commerce et même au niveau relationnel entre les deux pays. Lara, elle, son but et ce pourquoi elle a été élevée par son père, c'est de se débarrasser du royaume voisin et surtout de son roi, le roi Aren. Elle a donc une opportunité en or lorsque pour honorer un traité de paix, elle va se retrouver à devoir épouser ce roi Aren, donc elle pourra avoir tout de suite un rapprochement très simple pour pouvoir tuer son futur mari. Bon après, c'est pas des relations matrimoniales super folles en vrai, l'envie de meurtre. Je sais pas vous, mais c'est pas foufou en vrai. Sauf que quand elle arrive au royaume d'Itikana, tout ce qu'elle croyait ne semble pas être vraiment ce qu'il est. Et il se peut que son père lui ait menti sur 2-3 petits aspects, peut-être même un peu plus. Et là, elle remet un petit peu tout en question, si vous voulez. Est-ce qu'elle veut vraiment tuer ce roi? Est-ce qu'au final, son aide n'est pas nécessaire dans son nouveau royaume? Elle va se retrouver très partagée entre les différents choix de vie qui vont s'offrir à elle. Et puis, pour le savoir, je vous invite à découvrir ce premier tome qui, pour ma part, me fait vraiment très envie. Et j'en ai déjà entendu des très bons échos lorsqu'il était sorti en VO. Le même jour, un deuxième très beau livre va aussi sortir, aussi en édition reliée, aussi avec un superbe jaspage et que nous avons aussi déjà vu beaucoup tourner sur les différentes sphères. Il s'agit de La chasseuse et l'alchimiste, écrit par Alison Saft et publié aux éditions Big Bang. Dans ce roman, nous suivons Margaret qui n'a qu'une seule envie, voir sa mère Evelyn rentrer à la maison et pour ce faire, elle va donc décider de participer à la grande chasse à la créature mythique nommée Ala, dont la victoire devrait lui assurer justement le retour de sa mère. Cependant, une règle de la chasse est très claire et il est impossible d'y participer seul ou du moins il est impossible d'y participer sans être accompagné d'un alchimiste, chose que Margaret n'est pas. Elle va donc se retrouver à faire équipe avec un certain Wes, un futur alchimiste qui ne l'est pas encore et qui comptait bien sur Evelyn, la mère disparue de Margaret, pour le devenir. Margaret et Wes vont donc se retrouver à faire équipe l'un avec l'autre pour participer à la chasse. Lui, parce que finalement, Evelyn, c'est un petit peu sa dernière chance pour devenir alchimiste, donc il se dit que pourquoi pas participer à la chasse, et Margaret, elle évidemment, pour retrouver sa mère, vous l'aurez compris. Lorsque la chasse va débuter, ils vont alors découvrir qu'une forme de magie noire existe et qu'il serait possible de l'utiliser pour s'assurer la victoire. Seulement, vont-ils réussir à survivre jusqu'ici, et si oui, en quel état? Comme je vous le disais, c'est un livre que nous avons déjà pas mal vu tourner, qui, pareil au niveau de l'objet livre, donne extrêmement envie. Et l'histoire aussi m'a un petit peu titillée. On se doute qu'il y aura une romance entre les deux, mais aussi toute cette question de survie et de chasse, je trouve ça super intéressant, sachant que ici finalement notre personnage principal et notre personnage un peu badass, c'est Margaret. Je trouve ça vraiment chouette et en plus Wes finalement se retrouve un petit peu impliqué là parce qu'il a pas trop le choix, le pauvre. Donc j'aime bien cette idée de c'est elle qui tient les rênes et c'est elle qui va mener la barque. Donc très hâte de le découvrir dès le 1er mars. Troisième livre à apparaître le 1er mars, il s'agit de Elle n'avait pas 10 ans, écrit par Shelley Burr et publié aux éditions Hauteville. Nous sommes ici dans le sud de l'Australie, dans une petite ville où 19 ans plus tôt, la jeune Evelyn a disparu.
19 ans plus tard, nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à cette petite et nous n'avons toujours retrouvé aucune trace d'elle, ni corps, ni aucun indice, rien du tout, que ça soit autant par les autorités que par les aficionados, si vous voulez, de faits divers. Nous retrouvons alors Mina, qui est la sœur jumelle d'Evelyn et qui, elle, continue de vivre tout en étant dans le flou pour savoir ce qui est vraiment arrivé à sa sœur jumelle. Elle reste donc seule à vivre dans la ferme familiale. Jusqu'au jour où le détective privé Lane Holland se pointe et explique à Mina que lui, il compte bien enquêter, savoir ce qui est arrivé à sa sœur jumelle et enfin savoir le fin mot de cette histoire et de cette disparition jamais élucidée. Mystère étant de savoir d'où sort ce détective privé et quelles sont vraiment ses motivations. Pourquoi il vient là? Pourquoi 19 ans plus tard, il souhaite enquêter pour savoir ce qui est arrivé à la jeune Evelyn? J'aime beaucoup ce double mystère qui existe sur le livre, où on a le mystère justement de savoir ce qui est arrivé à la jeune Evelyn 19 ans plus tôt, et en même temps, pourquoi ce détective privé arrive là? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses leitmotivs? Pourquoi il est là? Pourquoi il enquête? On ne connaît pas, il sort de nulle part et tout d'un coup il nous dit « je vais enquêter ». Mais pourquoi tu veux enquêter? Donc j'aime beaucoup le fait que finalement c'est deux mystères autour d'un seul mystère et que je pense il risque d'y avoir des flashbacks en même temps sur cette histoire pour savoir 19 ans plus tôt, il s'est passé quoi? Elle est devenue quoi la petite Evelyn? Donc vraiment, ils me donnent très envie. Et puis en général, Hauteville, leurs petits thrillers comme ça, ils ont l'air vraiment très très sympas. Toujours le même jour et toujours chez Hauteville, cette fois-ci, j'aimerais vous parler de La marchande d'antiquités de Venise, écrit par Philippa Gregory. Nous sommes ici en 1670 à Londres, avec ce brouillard que l'on connaît bien en Angleterre. Nous retrouvons Alinor qui a rendez-vous avec son amour de jeunesse, James, qui l'a abandonné 20 ans plus tôt. C'est ce dernier qui a décidé d'avoir rendez-vous avec Alinor dans un seul but, retrouver son fils Rob qu'ils auraient eu ensemble. Cependant, en plus des deux protagonistes, une troisième personne va se pointer au rendez-vous, Livia. Elle affirme être la belle-fille d'Alinor et femme de Rob qui serait lui-même décédé, mort noyé à Venise. Alinor, elle n'y croit pas, elle pense que c'est complètement un mensonge, mais quand même, décide d'aller mener l'enquête à Venise pour savoir ce qui est vraiment arrivé et finalement sur ces 20 ans, que s'est-il passé? C'est donc une enquête que nous allons suivre ici en partant de Londres pour se rendre à Venise, que ça soit autant sur les quais de la Tamise que directement sur les eaux de Venise. Il me donne très envie, la couverture est très jolie et comme je vous disais juste avant, les thrillers moi de Hauteville à chaque fois ils me tentent bien, donc celui-ci, pourquoi pas, pourquoi pas. Pour le dernier livre à paraître ce 1er mars, il s'agit de Drugs, écrit par Neil et Jarrod Chesterman et publié aux éditions Casterman. Nous retrouvons ici le père et le fils qui nous racontent l'histoire de Isaac et Ivy, un frère et une sœur, tous deux se retrouvant à devoir prendre des comprimés si vous voulez pour avancer dans leur vie. Isaac lui est blessé et souhaite intégrer un cursus sportif et pour ce faire il va donc prendre un médicament pour essayer de se rétablir plus vite. Et sa sœur Ivy, elle, a des troubles de l'attention et a donc un traitement à respecter pour lui faciliter le quotidien. Ils ignorent cependant qu'ils sont deux pions dans un pari machiavélique entre Roxy et Addison, deux drogues personnifiées. Le titre porte donc très très bien son nom, qui s'appelle Drugs, puisque nous suivons ici des drogues qui sont personnifiées. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Sachant que je n'ai jamais lu de Chesterman, que ça soit Neil tout seul ou Neil et Jarrod ensemble. Je n'ai jamais eu l'occasion encore de les découvrir, mais j'en ai à chaque fois entendu des très très bons échos. Donc j'ai envie de me laisser tenter, sachant qu'à chaque fois on me vante les mérites de leurs plumes, surtout ensemble. Nous passons au jour suivant, donc au 2 mars, où cette fois-ci ce sont deux sorties qui m'ont attirée. Et la première est une sortie qui, je pense, est extrêmement attendue. On a eu beaucoup de teasing autour. Il s'agit de Un jour de nuit tombée, écrit par Samantha Shannon et publié aux éditions de Saxis. Je ne vais pas vous faire le résumé de celui-ci puisqu'il s'agit du tome un peu zéro, le préquel du Prieuré de l'Oranger, qui est un livre qu'on a énormément vu tourner il y a de cela quelques années lorsqu'il était sorti, que j'ai lu, que j'ai adoré, que j'ai trouvé vraiment très très chouette, très très dense ceci dit au moment de se mettre en route pour la lecture, mais très complet, avec un univers bien construit, des personnages attachants. Et bien écoutez, moi je ne suis pas contre retourner dans cet univers et voir justement ce qui l'a façonné et ce qui s'est passé avant ce que l'on découvre dans le Prieuré de l'Oranger. Donc c'est avec une grande joie que, évidemment, je vais me procurer Un jour de nuit tombée, comme une grande majorité, je pense, des personnes présentes sur la sphère Booktube, Booktok, Bookstagram, Booktwitch, Book ce que vous voulez. Mais ouais, je vais craquer et par contre c'est un gros bébé et je crois avoir vu qu'il faisait quelque chose comme 1150 pages. Donc il va falloir se motiver en espérant qu'il reste pas très très longtemps dans la palle parce que c'est sûr, oui, il va la rejoindre ce mois-ci. Pour le deuxième livre à sortir le 2 mars, il s'agit du tome 1 de Mystic Flown qui s'appelle Le Maître des Arcanes, écrit par Dani Bichalis et publié aux éditions Gulfstream. Je ne vais pas vous faire un résumé pour celui-ci, mais je vais vous le lire puisqu'il est assez complexe et je ne suis pas sûre de pouvoir bien vous le refaire sans oublier des éléments qui peut-être pourraient être importants. Donc je préfère vous le lire, comme ça au moins vous saurez exactement ce qu'il en retourne. Une guerre de l'ombre couve depuis longtemps entre les royaumes du continent. Dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Ces ARM, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leurs secrets. Mais la pièce manquante demeure introuvable.
L'autre solution pour s'assurer la victoire serait de mettre la main sur le maître des arcanes, porteur de l'as de la mort et du Joker Sage. Héritier malgré lui de ce pouvoir destructeur, il est traqué pour ses capacités et trouve refuge à la prestigieuse Université des Magies. Il y rencontre Diba, une émotionnelle que tout le monde fuit à cause de ses dons aussi dévastateurs qu'incontrôlables. Tous deux vont tenter de percer le mystère qui entoure l'origine des ARM, sans se douter que ces robots de guerre ne sont pas la pire des menaces à craindre. Donc ça a l'air très chouette. C'est un roman jeunesse young adulte me semble-t-il qui avait été présenté en avant-première au moment du salon du livre jeunesse de Montreuil au mois de décembre, donc plusieurs personnes avaient déjà pu l'acquérir à ce moment-là. Et bien écoutez, il sort maintenant en date du 2 mars et pareil, un très bel livre. Je trouve que la maison d'édition sur ce coup-ci a fait un très chouette boulot. Il a l'air pas mal et écoutez, pourquoi pas se laisser tenter, en tout cas le synopsis donne beaucoup envie. Nous avançons dans le temps puisque nous arrivons maintenant en date du 8 mars où c'est de nouveau deux lectures qui m'ont intéressée. Et la première, c'est La fille du roi pirate, écrit par Tricia Levenseller et publié chez Hugo dans leur collection Stardust. Nous sommes ici avec Alosa, qui est la fille du roi pirate. Comme le titre l'indiquait, jusqu'ici, on n'est pas trop perdu, j'arrive à vous suivre, ça va. Elle est donc la fille du roi pirate qui est un roi qui terrorise un petit peu les mers. C'est pas le gentil roi, tout mimi, tout kiki. Non, il fait un peu peur le monsieur. Et lui, il a envie d'avoir une carte qui recèlerait bien des secrets. Cependant, cette carte, il ne la possède pas et il va donc utiliser sa fille Alosa pour pouvoir mettre la main dessus. Elle va donc rentrer dans une opération un peu commando et elle va donc faire exprès de se faire enlever par l'équipage de pirates qui possède cette carte pour pouvoir leur dérober et la remettre à son père dans les plus brefs délais. Cependant, lorsqu'elle essaiera de mettre la main sur cette carte, elle se retrouvera confrontée au capitaine de cet équipage, Raiden, qui est ma foi fort intelligent et surtout fort séduisant. Je ne vais pas vous en dire plus puisque je n'en sais pas beaucoup plus. Ça a l'air d'être quand même un roman avec une histoire que l'on a déjà vue et revue. Ça n'a pas l'air extrêmement novateur si vous voulez mon avis. Cependant, je sais que en VO, quand il était sorti, il avait pas mal tourné, il avait pas mal plu, donc après, il peut sûrement apporter quelque chose de nouveau qui peut bien plaire. De mon côté, je suis un petit peu sur la réserve puisque même si l'histoire me tente bien, l'univers de pirates peut être sympa, les éditions Stardust jusqu'ici ont eu des sorties qui avaient l'air un petit peu mitigées au niveau des retours. Donc pareil pour celui-ci, je vais attendre de voir des retours pour savoir si oui ou non je me laisse tenter. En tout cas, il n'est pas dans mes priorités d'achat pour le mois de mars, mais en tout cas, je vous le présente puisque je sais que finalement, il avait été pas mal attendu en France. Pour la deuxième et dernière sortie du 8 mars, j'ai envie de vous parler de Au bout du rêve, écrit par Farah Rochon et publié aux éditions Hachette Heroes. Il s'agit ici tout simplement de Twisted Tale sur la princesse et la grenouille, avec justement Tiana en personnage principal, comme on peut le voir sur la couverture. Je ne vais donc pas vous faire de résumé, je vais seulement vous lire la phrase d'accroche qu'à chaque fois il nous est mise sur la couverture et qui, je pense, suffit pour pouvoir titiller votre curiosité et vous laisser tenter. Ici, on nous dit donc « Et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres ?» Ouh, est-ce que vous n'êtes pas curieux de savoir ce qui se serait passé si c'était elle qui avait conclu un pacte? Est-ce que ça aurait complètement changé l'histoire? Et si oui, comment? En tout cas, c'est le principe de toute façon de ces Twisted Tales qui sont des réécritures des films Disney que l'on connaît, en changeant ne serait-ce que des fois qu'une toute petite chose qui permet de complètement changer l'histoire qui va suivre et justement de voir ce qui va en découler. Et là, c'est le cas pour La princesse et la grenouille. Il faut savoir que de base, je ne suis pas une très grande fan du film et pas forcément non plus de Tiana, mais là, je suis très curieuse. Et en plus, la maison d'édition nous a préparé une version reliée, ma foi, très belle pour l'occasion. Pourquoi pas ne se laisser tenter pour compléter cette collection que pour l'instant, j'ai complète. Et il ne me manque plus que celui-ci qui va sortir. Et en plus, pour y rajouter un petit toc-toc, ma foi, pas dégueulasse. Nous passons au lendemain, donc au 9 mars, où c'est de nouveau deux sorties qui m'ont attirée. Et la première, il s'agit de Un coup de soleil, écrit par Serena Giuliano et publié aux éditions Robert Laffont. Nous sommes ici avec Éléonore, qui est une femme de ménage et qui, chaque jour, change de foyer où elle doit donc s'occuper de récurer, d'astiquer, de faire la poussière. Elle est aussi mère de deux ados et surtout récemment séparée de Marco. Et justement, elle a un petit peu du mal à assumer cette séparation et d'aller de l'avant. L'avantage en faisant ses ménages, c'est que justement, elle a l'esprit occupé sur son boulot et évite de ruminer sur sa récente rupture. Sauf que, tout en ayant l'esprit occupé et continuant de faire la poussière chez les autres, elle va aussi rentrer dans leur intimité et apprendre différentes choses sur ses familles, ses couples ou ses personnes qui ont l'air bien sous tout rapport. Sa routine, qui est jusqu'ici très bien huilée, ne va donc-elle pas s'en retrouver complètement chamboulée? Et un hasard complètement fortuit ne va-t-il pas justement tout changer? C'est donc le nouveau livre de Serena Giuliano, une autrice à succès que je n'ai encore jamais eu l'occasion de découvrir, mais pour laquelle je sais que beaucoup d'entre vous suivez les différentes parutions, donc je voulais vous le présenter. Cette sortie-là me donne bien envie, l'histoire a l'air sympathique.
Donc pourquoi pas. En tout cas, celui-ci, je vous avoue, c'est cadeau, c'est plus pour vous que je vous le présente plutôt que pour moi, puisque pour l'instant, je n'ai pas découvert l'autrice. Je ne suis pas sûre que ce soit sur celui-ci que j'ai envie de la découvrir. Vous m'en aviez déjà mentionné d'autres d'elle que j'avais rajouté en wishlist à l'occasion. Mais en tout cas, voilà, son nouveau sera sorti. Toujours le même jour, le second livre à paraître se nomme Vamps Fresh Blood, écrit par Nicole Arendt et publié dans la collection R. Dans les Alpes suisses se cache une école se nommant Vamps, qui, comme son nom peut l'indiquer, n'a que des élèves vampires. Et oui, dans les Alpes suisses, c'était donc là qu'il se cachait. Dans cette école, nous allons surtout suivre Dion, qui est lui-même un vampire, donc mi-homme, mi-vampire, et qui est donc un sang mêlé. C'est la première fois qu'il va se retrouver un peu confronté à tout cet univers vampirique auquel il n'appartient qu'à moitié par son sang. Et la cérémonie d'intronisation à l'école va un petit peu le choquer, puisqu'il y aura passage obligatoire au cou de la directrice, duquel il faudra se nourrir. C'est vrai que c'est un petit peu particulier, effectivement, dit comme ça, d'aller se nourrir de Madame la directrice. Il va donc se retrouver à devoir suivre les us et coutumes du monde vampirique, auquel lui, il n'est pas du tout coutumier, vraiment, il n'a pas l'habitude de faire ça, pas du tout, donc ça va un petit peu le choquer, mais écoutez, il faudra bien se plier au règlement de l'école. Au fur et à mesure de ses cours et du temps qui passe, il va donc commencer à vraiment développer ses forces vampiriques qu'il n'avait jusqu'ici que très très légères. Il va se retrouver à être très très fort, très rapide, à pouvoir lire dans les pensées des gens, et évidemment à aimer le goût du sang. Il va cependant aussi devenir, malgré lui, le pauvre, la cible préférée de l'aristocratie vampirique. Ce n'est pas une place de choix, en tout cas je ne l'envie pas. On va alors le suivre, essayer de survivre, et pourquoi est-ce qu'il est la cible comme ça de l'aristocratie vampirique dans cette école toujours où les cours sont très axés sur une idée particulière, les vampires. Un roman qui me donne bien envie, sachant que la collection R en général sort des choses bien sympathiques. Vous savez peut-être que j'adore le mythe du vampire, donc un nouveau livre sur ce mythe-là, moi je dis oui, sachant qu'en plus ça se passe en Suisse, donc ça serait aussi l'occasion, au niveau de la géographie, de découvrir quelque chose de nouveau, parce que je ne crois pas avoir déjà lu de livres qui se passent en Suisse, en tout cas je ne m'en souviens pas, donc pourquoi pas se laisser tenter pour tous ces petits points qui me donnent bien envie. Nouveau saut dans le temps, puisqu'ici nous arrivons en date du 14 mars, où un seul livre a attiré mon attention, mais écoutez, c'est déjà bien, sachant que j'en ai déjà cité une bonne partie, donc un seul, c'est déjà bien. Il s'agit de Là où sont tes racines, écrit par Hélène Marie Wiesmann et publié aux éditions Faubourg Marigny. Celui-ci aussi, j'ai envie de vous lire le résumé puisque je le trouve très très bien écrit et je n'ai peur de pas réussir à retranscrire aussi bien l'esprit qui a l'air se dégager du livre et qui me donne très envie, donc je préfère vous le lire, comme ça au moins vous aurez les mêmes éléments que moi. Christine, 17 ans, domestique, sait que le monde entier l'attend au-delà de son petit village allemand. Un monde qu'elle a commencé à apercevoir grâce à la musique, aux livres et à Isaac Boerman, le fils cultivé de la riche famille juive pour laquelle elle travaille. Pourtant, l'avenir qu'elle et Isaac rêvent de partager fait face à de plus grands défis que leur différence de niveau social. À partir de l'automne 1938, l'Allemagne se transforme rapidement sous le régime hitlérien. Des affiches anti-juives pullulent, les rébellions sont réduites au silence et une nouvelle loi interdit à Christine de reprendre son travail chez les Boerman et d'avoir une relation avec Isaac. Durant les mois et les années qui vont suivre, Christine va affronter la colère de la Gestapo et les horreurs de Dachau, désespérée d'être avec l'homme qu'elle aime, de survivre et de s'exprimer. Un roman qui a l'air très poignant, se passant du coup durant la Seconde Guerre mondiale, où nous allons suivre cette jeune Allemande qui, elle, voulait juste vivre son idylle avec Isaac qui, malheureusement pour lui, pour l'époque, était juif. Il a l'air très très bien, j'ai envie de le découvrir et de voir, sachant que les éditions Faubourg Marigny en général me donnent extrêmement envie, donc je leur fais confiance une nouvelle fois pour le choix de manuscrit et de découvrir la plume qui sera un élément essentiel je pense pour retranscrire toutes les émotions que le résumé nous promet. Le lendemain, le 15 mars, c'est de nouveau 3 livres qui m'ont tenté, à commencer par La sage-femme d'Auschwitz, écrit par Anne Swart et publié aux éditions City. Comme le titre l'indique, nous sommes toujours durant la Seconde Guerre mondiale où cette fois-ci nous allons suivre la jeune Anna, sage-femme qui va se retrouver en camp. Persuadée qu'elle ne résistera pas et n'arrivera pas à survivre au camp, elle a cependant un avantage qui est celui de son métier, d'être donc sage-femme. Elle se retrouve à assister toutes les femmes enceintes qui sont amenées à accoucher durant cette période des camps et dont les nourrissons sont dès la naissance enlevés à leur mère pour être ensuite donnés à des familles allemandes. Anna, témoin de tout ça et refusant d'accepter cette situation, décide donc par la suite sur les nourrissons qu'elle mettra au monde de leur tatouer le numéro de matricule de leur mère pour espérer que par la suite, après les camps, après cette guerre, ces nourrissons qui seront d'ici là, du coup, devenus des enfants ou peut-être même des adultes, puissent retrouver leur mère et alors recréer un lien familial. Un roman qui donne aussi, lui, extrêmement envie, qui a aussi l'air très poignant et j'aime beaucoup cette idée que cette jeune femme qui n'a aucune envie pour elle cherche juste finalement à faire en sorte que ces familles puissent se retrouver par la suite en tatouant ces bébés dès la naissance avec le matricule de leur mère. Il a l'air vraiment chouette, me donne très envie et je pense bien me laisser tenter pour celui-ci qui, je pense, va rejoindre ma palle, peut-être pas au mois de mars, mais en tout cas
dans l'année, je pense. Le deuxième livre à paraître le 15 mars est une sortie très attendue. Il s'agit du deuxième tome de Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, publié aux éditions École des loisirs. Vous l'attendez pour une grande majorité puisque vous avez été aussi très nombreux comme moi à avoir adoré le premier tome et donc on est tous comme des fous, comme des malades à attendre la sortie du 2 parce que là, je pense qu'on va tous l'acheter très rapidement pour le lire très rapidement puisqu'il fait très envie. Je ne vais pas vous présenter Mémoires de la forêt, ni le tome 1, ni le tome 2. Le tome 2 pour des raisons évidentes d'éviter les spoils. Le tome 1, puisque je vous ai déjà tartiné avec ce bouquin, surtout lors de ma vidéo des tops et flops 2022, puisque Mémoires de la forêt faisait partie de mes tops 2022, a été une très très chouette lecture. Je vous invite donc à aller voir la vidéo pour avoir davantage d'informations. Je ne fais pas exception à la règle. Évidemment, il me donne envie. Évidemment, je vais me jeter dessus. Évidemment, il fera sûrement partie de ma palle d'avril. Oui. Sachant que l'auteur a lui-même annoncé qu'il y aurait de fortes chances que le tome 3 paraisse d'ici la fin d'année, ou du moins qu'on ait des nouvelles d'ici la fin d'année, donc j'ai d'autant plus hâte de me jeter dessus pour pouvoir continuer cette saga qui vraiment, le premier tome avait été un énorme coup de cœur avec ces petits animaux personnifiés que nous retrouvons dans cette forêt. Très envie de retrouver cet univers tout doudou et de encore lâcher mes meilleures larmes sur cette lecture. Pour le dernier livre à paraître le 15 mars, il s'agit de Persona, le tome 1, La capitale de lumière, écrit par Yelena et publié aux éditions Hachette Roman. Je suis désolée, je vais de nouveau vous lire le résumé. Vraiment, je préfère lire les résumés pour que vous ayez toutes les infos plutôt que de vous donner des mauvaises informations parce que malheureusement, c'est le risque en paraphrasant les résumés et des fois en les simplifiant, c'est qu'on oublie des éléments qui peuvent être importants et j'ai trop peur ici que ça soit de nouveau le cas, donc je préfère vous lire le résumé. Écoutez, je fais ce que je peux et j'espère que dans tous les cas, le fait que je vous lise les résumés ne vous gêne pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça inintéressant. Dans ce cas-là, je ferai de mon mieux pour essayer de vous synthétiser les résumés et de les mettre à ma sauce, mais des fois, c'est pas forcément évident et c'est de nouveau le cas pour celui-ci, donc je vais vous lire le résumé. Dans le monde de Lux, ceux qui ont été touchés par la lumière développent des dons singuliers. Mais à Phaos, capitale resplendissante du royaume d'argent, les jeunes gens qui possèdent ces pouvoirs hors du commun sont craints, méprisés. Dès leur enfance, ils sont enfermés dans des officiats où leur don devient une marchandise comme une autre mise au service du plus offrant. À leurs 18 ans, un choix s'offre à eux. Se marier et abandonner leurs dons ou rejoindre le culte de la lumière. À quelques mois de son dilemme, Andrea refuse ces deux options. Son don de persona lui permet de créer des masques et de changer d'apparence comme bon lui semble. En quête de sa propre identité et de ses souhaits pour l'avenir, Andrea veille sur les enfants de l'officium qui l'hébergent depuis l'enfance, en particulier sur la malicieuse petite Pax dont le don peine à se manifester. Jusqu'au jour où une riche cliente l'embauche, ainsi que 2 de ses amis, pour une mission qui changera le cours de sa vie et le destin de Phaos, kidnapper le mystérieux fiancé de la princesse Héloïse, la veille du mariage royal. J'ai préféré vous lire le résumé puisque vous voyez, il y a quand même énormément d'éléments à prendre en compte avec beaucoup de noms, donc j'avais peur de m'emmêler les pinceaux et de ne pas vous retranscrire exactement ce que le résumé laissait penser. En tout cas, une lecture qui donne très envie et je n'ai encore jamais découvert l'autrice, donc je me dis que celui-ci pourrait être l'occasion. Il donne très envie avec cette histoire de don et ce kidnapping qui sort un petit peu de nulle part. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà un petit peu hypés par rapport à cette sortie. Donc écoutez, elle arrive tout fraîchement pour le 15 mars. On avance et on arrive au 21 mars où cette fois-ci, il s'agit d'une sortie des éditions Charleston qui m'a titillé un petit peu l'œil avec Toutes les vies d'Alice, écrit par Lucie Castel. Nous retrouvons ici Sarah qui vient tout juste d'apprendre que sa sœur est hospitalisée et dans un état complètement catatonique, seulement quelques jours après que cette dernière lui ait envoyé un message du moins énigmatique. Elle fonce donc pour se retrouver au chevet de sa sœur à Aigues-Mortes dans leur ville natale que Sarah avait fui 20 ans plus tôt. C'est alors que des terreurs nocturnes et les ombres du passé refont surface et que Sarah n'aura plus qu'un seul choix finalement, affronter ses anciens démons liés à la ville de son enfance pour enfin pouvoir avancer. Je vous le dis à chaque fois, je vous le répète, je fais confiance aux éditions Charleston encore et toujours pour trouver des manuscrits qui peuvent nous émouvoir et ça a encore l'air d'être énormément le cas ici. En plus, Aigues-Mortes, je trouve que ça fait un petit peu voyager quand même Aigues-Mortes. Un manuscrit qui risque encore de fortement nous émouvoir et j'espère voir avancer le personnage de Sarah dans sa découverte et redécouverte d'elle-même pour pouvoir enfin avancer et écoutez, être mieux dans sa peau et je pense que c'est important. Nous avançons au 23 mars où cette fois-ci c'est de nouveau un livre qui a attiré mon attention avec le premier tome de la saga Lightlark se nommant Lightlark, écrit par Alex Astor et publié aux éditions Lumen. Je vous ai mis la couverture du brochet parce que franchement, je la trouve plus jolie que la couverture du relié, mais le livre relié a l'air très très beau, donc n'hésitez pas à aller voir parce que franchement, les deux donnent très envie. Tous les 100 ans, l'île maudite de Lightlark réapparaît pour accueillir le Centenal, une sorte de compétition meurtrière où les 6 souverains des royaumes voisins doivent absolument participer. En effet, c'est la seule et unique chance de pouvoir mettre fin à la malédiction planant sur chacun des royaumes, et donc la victoire assure la fin de la malédiction sur son propre royaume,
Donc les enjeux sont tout trouvés. On suit alors Isla qui est elle-même la souveraine des sauvages, un peuple qui est maudit puisque chacun est voué à devoir tuer la personne dont il tombe amoureux. Son peuple compte donc sur Isla pour remporter la compétition et enfin être libéré de cette malédiction. Sauf que celle-ci semble dissimuler un secret et pour remporter la compétition va devoir tricher, mentir ou encore même trahir, même lorsque peut-être un brin d'amour viendra se cacher là-dedans. La nouvelle parution Lumen du mois qui donne très envie, avec un petit goût à la dystopie qui semble visiblement un petit peu revenir, puisqu'on avait eu Absolu de Margot Dessen qui sortait le mois dernier. Là ce mois-ci, Light Lark qui pareil fait un petit peu Hunger Games je trouve sur les bords, sauf qu'ici nous sommes dans de la fantasy donc rien à voir niveau contexte, mais ça donne aussi très envie. Donc je ne sais pas vous, mais il y a moyen que moi je me laisse bien tenter par celui-ci. On a presque fini, ne vous inquiétez pas, il ne me reste plus que 3 livres à vous présenter. Et le prochain sort en date du 28 mars. Il s'agit des Secrets de Silvermore, écrit par Tracy Rees et publié aux éditions Charleston. Je vais aussi vous lire le résumé sur celui-ci puisque je le trouve très complet, très bien fait, et que personnellement, il m'a suffi pour me donner énormément envie. Angleterre, 1899. Dans le Yorkshire, au tournant du siècle, dans un quotidien dominé par les dures journées de labeur au cœur des mines de charbon alors en pleine expansion, grandissent 2 enfants que rien ne destinait à se rencontrer. Thomas Green grandit sur les terres de Lord Barridge, tandis que la famille de Josephine Westgate est au service de Lord Sedgwick à Silvermore. Malgré la rivalité qui divise leurs 2 villages, une solide amitié naît entre les 2 enfants, bientôt renforcée par un quotidien commun à la mine. En effet, si Tommy partage dès 14 ans le quotidien de tous les garçons de la région envoyés creuser les entrailles de la terre, Josie l'y rejoint bientôt, travesti en garçon par sa famille. Ensemble, ils décident d'échapper à cette sombre destinée et s'enfuient à travers la campagne, décidés à rejoindre Silvermore pour supplier les Sedgwick de leur venir en aide. Mais en arrivant au manoir, les 2 amis vont découvrir les secrets enfouis de cette famille et pénétrer un monde qui leur était jusqu'ici interdit. Ça a l'air extrêmement énigmatique. J'aime beaucoup le contexte justement de ces mines et sachant qu'ici nous allons suivre des enfants, je trouve ça d'autant plus intéressant. L'autrice est aussi connue pour avoir déjà écrit un roman qui est paru chez Charleston. Il s'agit du Manoir aux Roses que j'ai dans ma palle, que je n'ai pas encore lu mais que je souhaiterais découvrir incessamment sous peu. Et celui-ci me donne encore une fois très envie et je pense qu'il va aller rejoindre son grand frère bientôt dans ma palle parce que oui, je vais me laisser tenter, je vous le dis tout de suite, Charleston, vous m'avez encore eu sur celui-ci. Nouveau jour, nouveau livre, j'aimerais cette fois-ci vous présenter un livre qui va paraître en date du 29 mars. Il s'agit de Villain, le premier tome de la collection Dark Ascensions qui sera publié chez Hachette Heroes et ici écrit par Robin Benway. On suit ici les 2 demi-sœurs infernales de Cendrillon, Drizella et Anastasia. L'histoire sera donc centrée sur elles, où on les verra un peu sous l'emprise de leur mère, Lady Tremaine, comme on la connaît dans Cendrillon, qui est absolument abjecte et qui a la main mise sur ces 2 filles. Ces 2 filles justement qui essaieront elles-mêmes de se trouver un petit peu leur place, de faire leur choix, malheureusement pour devenir ce que l'on connaîtra d'elles dans le film Cendrillon, qui essaieront de faire leur place, l'une qui sera intéressée par les sciences, l'autre qui connaîtra une petite idylle secrète qu'elle essaiera surtout de cacher auprès de sa mère. Lady Tremaine va aussi prendre un malin plaisir à monter ces 2 filles l'une contre l'autre pour essayer de les motiver à toujours donner le meilleur d'elles-mêmes, pas forcément pour les bonnes raisons. On suit donc ici une sorte de rivalité entre les 2 sœurs comme on peut le connaître dans Cendrillon justement, où elles sont un petit peu comme chien et chat, mais en même temps complètement pareilles avec les mêmes ambitions. Ici, elles ont l'air d'avoir un peu plus de caractère, avoir leur histoire propre que je trouve très intéressante, et c'est une nouvelle collection de chez Hachette Heroes centrée sur Disney qui me donne encore et toujours très envie. Enfin pour terminer, nous arrivons en date du 30 mars avec une sortie de nouveau qui m'a attiré l'œil et qui, je pense, vous en avez aussi entendu parler puisqu'il s'agit du 3e tome de la Carte des Confins écrit par Marie Replin et publié aux éditions PKJ. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Marie Replin est connue sur les réseaux sous le nom de Muffins and Books et aime nous teaser et nous parler à chaque fois de ses nouvelles sorties. Il s'agit ici donc du tome 3 de la Carte des Confins qui n'est pas vraiment une suite à la duologie que l'on a pu connaître mais plutôt une sorte de préquel, ici centré sur Bold qui est l'acolyte de Blake, donc notre pirate que bien aimé dans la duologie de la Carte des Confins. Donc nous suivons ici Bold de ses débuts de piraterie jusqu'à sa rencontre avec Blake et justement au moment où il rejoint l'équipage de l'Avalon. Je n'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Bold est un personnage que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1 de la Carte des Confins, mais c'est déjà un personnage que j'aime beaucoup et dont j'ai hâte de connaître un petit peu plus de choses, que ce soit en lisant et finissant la duologie de la Carte des Confins, comme en le découvrant dans ce tome qui est très centré sur lui. J'ai cru comprendre qu'effectivement, je n'étais pas la seule à avoir beaucoup aimé Bold et c'est pour ça que Marie a décidé d'écrire un ouvrage qui soit complètement centré sur lui. Et voilà, il s'agit de toutes les sorties du mois de mars que j'ai pu noter. Elles sont encore nombreuses. C'est encore une vidéo qui m'aura pris du temps à filmer, pour laquelle j'aurais eu de la difficulté. J'ai décidé de m'enlever un petit peu de difficulté en vous lisant les résumés pour certains des livres que je n'arrivais pas à pitcher. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si c'est quelque chose qui vous gêne, que vous ne trouvez pas du coup pertinent. Je prends vraiment tous vos avis, toutes vos opinions sur ces vidéos, puisque j'ai un petit peu du mal
à trouver le rythme qui me convient. Je pense même encore réduire le nombre de livres que je vais vous présenter puisque là, ça fait encore plus d'1 heure que je suis en train de tourner cette vidéo sans parler du temps de montage. Donc c'est encore une vidéo qui prend quand même son temps et j'ai pas forcément l'option de pouvoir prendre ce temps. Enfin bref, l'histoire de ma vie, on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que quand même de très belles sorties en mars qui se profilent. Est-ce que vous, il y en a certaines qui vous ont tapé dans l'œil que j'ai citées ou non justement? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je suis très friande de voir ce qui vous fait envie. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers tous les livres que je vous cite dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les utiliser pour vous-même craquer. Il s'agit de liens affiliés. Donc à chaque fois que vous les utilisez pour commander soit le produit associé, soit quelconque autre produit sur Amazon, je touche quelques centimes et ça fait toujours plaisir puisque au bout d'un moment, je vais pouvoir avoir un bon d'achat sur Amazon pour moi-même bien craquer mon slibard. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça fait toujours très plaisir, ça aide énormément. Et puis on est de plus en plus nombreux ici, donc merci beaucoup à vous, ça fait vraiment très plaisir. Si vous êtes resté jusqu'au bout, cette fois-ci, l'emoji de la vidéo, ça sera le billet qui s'envole. On va pas faire original puisque tout le monde fait ça, mais écoutez, c'est un petit peu l'idée, hein, on voit l'argent comme ça qui part. Des fois, il part un peu tout seul, on n'a même pas eu le temps de cliquer sur commander, on n'a même pas eu le temps de passer en caisse en librairie que, oh, plus d'argent, mais livre dans la main. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc voilà, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à me lâcher une pluie d'emojis qui s'envolent. Comme ça, je me sentirai un peu moins seule, même si vous-même ce n'est pas le cas, je me sentirai quand même moins seule. En attendant une nouvelle vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta. Alors n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, ça ferait très plaisir de vous y retrouver. Et puis je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!